Bonjour les gars et les filles. Bonjour. Je suis aujourd'hui devant le foyer 203 et j'avoue que j'ai choisi ce foyer pour enregistrer ce cours parce que c'est un foyer très motivant par la façon qu'il participe. C'est un foyer bruyant, exubérant. Mais quand le cours commence, il y a de l'attention, des gens qui prennent des notes, des gens qui posent des questions, que les questions sont pas excessives, ce sont des questions qui sont pertinentes. Mais même la façon que vous regardez, même si je vois juste la moitié du visage à cause du masque anti-Covid, votre participation, c'est encourageante. Vous savez, tout acteur, tout humoriste a besoin de son public. Un enseignant aussi est motivé par la participation de sa classe. Alors, j'y tenais à le dire et à l'enregistrer, ceci. Totalitarisme 5. C'est les foyers 103 de l'École internationale de Montréal. Alors, parce qu'il y a du monde qui écoute de la France aussi, hein, je ne sais pas comment, mais... Alors que Totalitarisme 5, c'est notre dernier chapitre. On va parler aujourd'hui de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'est un cours plutôt long et on va le diviser en deux. Et si vous allez chercher dans votre manuel la partie dédiée à ces événements, vous allez voir que c'est quelques lignes seulement, quelques paragraphes. D'accord? Pourquoi? Parce que le programme ministériel a fait le choix de parler du XXe siècle sous le point de vue des droits de l'homme, de la reconnaissance des droits des hommes. D'accord? Toute la déclaration de l'ONU et puis certains pays qui vont les mettre dans leur constitution. Bien, c'est quelque chose de vrai, d'intéressant. Mais je trouve que la Seconde Guerre mondiale, on doit bien la comprendre. Pourquoi? Parce que le XXe siècle, avant d'être siècle des droits, c'était le siècle des totalitarismes qui ont écrasé, qui ont foulé aux pieds les droits des hommes. Et surtout, la Deuxième Guerre mondiale, c'est ce qui nous montre où amènent les totalitarismes, où amènent ces idéologies qui voulaient créer des sociétés parfaites, qui voulaient créer par la dictature et le pouvoir politique une société juste, égalitaire, parfaite, une société de bonheur. Et aussi parce que la société d'aujourd'hui a été déterminée par cette guerre. D'accord? Encore aujourd'hui, après 60, 75 ans. Et imaginez par exemple si Hitler avait gagné. L'histoire aurait été différente. Le monde aujourd'hui serait différent. Alors qu'on essaie de comprendre les événements de la guerre et de comprendre un peu ce qui est l'homme par ceci. Premier mot-clé, le pacte Ribbentrop-Molotov. On commence par ceci. On va dire tout de suite que Ribbentrop, c'est le ministre des Affaires étrangères nazi de 1939, et Molotov, c'est son homologue, c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères de la Russie. D'accord? Mais avant de parler de ce pacte scélérat, comme on verra, on va dire quelque chose sur la politique expansionniste d'Hitler en Europe. D'accord? Premier acte, c'est en 1938, l'annexion de l'Autriche. Hitler a constitué l'Allemagne en Troisième Reich, Troisième Empire. Évidemment, il veut intégrer dans ce Troisième Empire tout le monde, disons, germanique, tous ceux qui parlent l'allemand, tous ceux qui sont leur liés comme groupe ethnique, comme histoire et, selon sa conception, par la race aussi. Et alors que le premier objectif, c'est l'Autriche. Mais Hitler a annexé l'Autriche sans une guerre. En Autriche, il y avait une très forte partie philo-nazie qui avait gagné les élections et grâce à une forte puissance pression diplomatique, en 1938, l'Autriche rentre dans le Troisième Reich. Deuxième partie de cette politique d'annexion, ici numéro 2. L'annexion des Sudètes. Or que Sudètes, c'est écrit ici. Vous comment ça s'écrit? Annexion des Sudètes en septembre 1939. Or que qui sont les Sudètes? Les Sudètes sont déjà des communautés ethniques
des villes, des villages qui se trouvent en Tchécoslovaquie, mais ces gens-là, aux autres aussi, sont des langues allemandes. Et donc Hitler veut les annexer au Troisième Reich. Alors que ça trouve l'opposition des Tchécoslovaques et des autres pays, une grande rencontre des chefs de l'Europe de l'époque. Mussolini fait l'intermédiaire, d'accord, et finalement, ils obtiennent d'annexer cette partie-là aussi de ce qui aujourd'hui c'est la République tchèque. Le Premier ministre britannique rentre, dit oui, on a cédé, mais on a évité la guerre. D'accord. Hitler s'est engagé à ne plus faire des politiques expansionnistes. D'accord. Mais Hitler ne s'arrête pas là. D'accord. Plus tard, ils arrivent à rendre la Slovaquie et puis la Bohémie, ce qui c'est la République tchèque, la Slovaquie d'aujourd'hui, comme des pays satellites. Il arrive à imposer des régimes collaborateurs aux nazis dans ce pays-là. D'accord? Bon, Royaume-Uni et France, ils s'opposent, mais ils ne déclarent pas la guerre. D'accord? Ils ont encore peur. La mémoire de l'horreur de la Première Guerre mondiale est tellement vive qu'ils n'osent pas faire des actions, disons, trop dures. Hitler en profite de cette peur de la guerre. Sa prochaine cible, ça va être la ville de Danzig. La ville de Danzig se trouve ici. En 1919, quand on avait redonné un territoire au peuple polonais, pour laisser à la Pologne un couloir vers la mer Baltique, Danzig, ville habitée surtout par la plus grande partie de la population par des gens allemands, Danzig a été donné à la Pologne. Voyez-vous? En faisant ainsi, entre autres, la Prusse orientale, cette région, reste coupée du reste de l'Allemagne. Et la Prusse, vous savez, ce n'était pas une région quelconque, c'était la Prusse qui avait unifié tous les pays germanophones, tous les différents États souverains du Saint-Empire en créant le royaume de Prusse, qui c'était la Grande Allemagne. Or que Hitler revendique la souveraineté sur la ville de Danzig. D'accord? Et là encore, il l'occupe, il annexe au Troisième Reich. Protestation des Anglais, des Français, mais il n'ose pas lui déclarer la guerre, malgré toute cette prise, toutes ces injustices de s'approprier des territoires des autres, qu'Hitler fait toujours la peur de la guerre. Et c'est dans ce contexte que au mois d'août de 1939, il y a ce pacte Ribbentrop-Molotov. Un pacte difficile à imaginer, d'accord? Pourquoi? Parce que deux régimes totalitaires, mais opposés. Un qui s'inspire du communisme, l'autre qui s'inspire de la race, mais qui est né surtout en opposition contre le communisme. Eh bien, Staline et Hitler font un pacte à travers leurs ministres. Or, c'est un double pacte. Un qui était public tout de suite, la non-agression. Au cas où il y a une guerre, il attendait la guerre, il la voyait venir. Au cas où il y a une guerre, ils ne s'attaqueront pas. D'accord? Que ce pacte de non-agression. Mais il y avait aussi un volet qu'ils ont gardé secret, plus tard on l'a découvert, et c'était l'occupation partagée de la Pologne. D'accord? Quand en 1919, on avait créé le territoire de la Pologne, d'accord, on avait enlevé du territoire à la Russie, à cette partie de la Pologne était de la Russie et l'autre qui était de l'Allemagne. Maintenant, ils veulent cela reprendre, chacun le sien. Et alors, ils décident d'occuper la Pologne, de s'emparer de la Pologne, et ils ont fait même une ligne de partage, d'accord,
C'était la même frontière entre Allemagne et Russie avant la Première Guerre mondiale. Et bon, c'est un pacte scélérat, parce que comment pouvaient les Polonais résister face à deux armées colossales comme celle-là qui auraient décidé de se la partager. Des questions jusqu'ici? Oui. Pourquoi les Anglais et les Français étaient mécontents que Hitler veuille réunir les peuples allemands? Ben, parce que, disons, l'Allemagne fait une politique expansionniste, d'accord? Parce qu'il se prend des territoires qui ne sont pas à lui. Ce sont souvent des prétextes, le fait que les Sudètes, les territoires des Sudètes, ce n'étaient pas toutes les villes qui étaient des Sudètes. À côté d'une ville, d'un village des Sudètes, des germanophones, il y avait à côté un autre village qui était des gens, des Slaves, non? Donc c'était des prétextes. Donc on demande à Hitler de respecter les pactes de ceux qui étaient à la Première Guerre mondiale. Oui. Parle fort, s'il te plaît. Les deux, ce sont les ministres des Affaires étrangères. Ribbentrop pour l'Allemagne, Molotov pour la Russie. Molotov, c'est le même des bombes Molotov, si vous savez c'est quoi. Voilà. Ça va beaucoup mieux avec votre nouveau projecteur. Hein? Alors, prochain mot-clé. Pacte, ici c'est Ribbentrop et Molotov. Prochain mot-clé, l'invasion de la Pologne. 1er septembre 1939, l'événement qui marque le début de la Seconde Guerre mondiale. Alors ici, c'est le Danzig, d'accord, l'occupation de Danzig. Or, fait l'accord avec Staline, après cette protection que les Russes n'attaqueront pas, les nazis, les Allemands, se mobilisent rapidement. Quelques semaines après, ils envahissent la Pologne, un prétexte banal, et au bout de quelques jours, ils envahissent toute la Pologne. D'accord? Et l'armée polonaise ne peut rien faire contre l'armée allemande. Il y a des soldats qui sont à cheval, qui essaient de se battre contre les chars d'assaut. D'accord? Et la Pologne est occupée au bout de quelques jours. Ok, c'est face à cette invasion de la Pologne, maintenant Hitler n'a plus aucun prétexte, il n'y a pas de germanophones, d'accord, des gens de la race aryenne qui sont en Pologne. Les Polonais sont des Slaves, c'est tout un autre groupe ethnique, d'accord. Et donc ici, l'Allemagne et, excusez-moi, le Royaume-Uni et la France déclarent la guerre à Hitler. Juste pour l'information, le Canada va déclarer la guerre quelques jours après le Parlement canadien. Non? Vous savez, la Première Guerre mondiale, le Canada s'est trouvé automatiquement en guerre. La politique étrangère du Canada était administrée par la métropole. Entre les deux guerres, il y a eu les accords de Westminster où le Canada avait obtenu l'autonomie dans la politique étrangère. Donc les ambassades, les consulats, les passeports, les traités et la déclaration de guerre. Le Canada aussi se retrouve en guerre. Mais ils n'ont pas envoyé des soldats, des régiments sur les territoires polonais pour faire face à l'attaque des Allemands. D'accord? La seule action belligérante, qu'on peut dire, la seule action de guerre qu'ils ont fait, c'était un blocus naval sur la mer du Nord, essayer d'empêcher les Allemands de faire du commerce avec les autres nations, avec les Turcs en particulier, d'accord, qui ne dérangeait quand même pas trop, d'accord. Mais, disons, l'autre événement, c'est que les Russes, qui sont surpris de la rapidité par laquelle les Allemands ont envahi la Pologne, s'attendaient qu'ils le feraient, mais plus tard, aux autres aussi se dépêchent d'aller occuper leur partie de la Pologne, la partie orientale.
D'accord? Et là, les pauvres Polonais, c'est le peuple qui a le plus subi la guerre. D'accord? Ils ont eu des millions de morts, un pourcentage énorme. En termes de pourcentage de morts, ce sont les Polonais qui sont morts le plus. D'accord? Et puis, il y avait une grande communauté juive en Pologne. Imaginez, en 1939-40, les années de la guerre, si tu étais juif et polonais, c'était le comble des malheurs qui pouvait arriver pour toi. D'accord? Ok, qu'est-ce que les Allemands ont fait sur les Polonais? Or, que dans le Mein Kampf, dans le projet, dans l'idéologie de Hitler, les Juifs ne devaient pas exister. Alors, la première chose qu'ils ont fait, c'est de déporter tout de suite les Juifs. D'accord? Renfermer dans les ghettos. Mais les Slaves, par contre, aux autres, ils avaient le droit d'exister, mais c'était comme des esclaves pour les Allemands. D'accord? En effet, le mot slave et esclave, ils ont la même origine, parce que les Romains, beaucoup d'esclaves qui se trouvaient à Rome, c'était des Slaves, non? Donc l'objectif, c'est d'anéantir l'identité ethnique des Polonais. Les Polonais ne doivent plus exister, peuvent vivre, mais ne peuvent plus exister en termes que peuple. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Obligés à utiliser l'allemand, les noms, les prénoms et les noms des personnes qui sont changés en allemand, les noms des villes, des rues qui sont changés, d'accord? Et puis tous les Polonais doivent aller travailler, ils n'ont plus le droit d'étudier. Il y a à Cracovie une prestigieuse université qui s'appelle Jagiellon, très ancienne, depuis le Moyen Âge, qui existe, d'accord? Quand Cracovie est occupée, l'officier allemand qui commande sur la ville convoque tous les professeurs de l'université Jagiellon. Bon, ils sont presque tous présentés. Quelqu'un s'est sauvé, mais ils étaient tous là. Et ils s'attendaient à un discours. Mais non, dans cette rencontre, il n'y a eu aucun discours. C'était la Gestapo qui les attendait. Il les a tous arrêtés et déportés. La moitié d'entre eux ne feront jamais retour, même pas après la guerre. Qu'est-ce qu'ils avaient fait de mal? Rien. C'était des intellectuels. C'était les profs d'université, c'était les personnes qui le plus représentaient la culture de ce peuple. Cette culture, cette histoire qui, dans l'idéologie nazie, devait disparaître. D'accord? Eux-mêmes, ils ont fait pour les autorités de l'Église catholique, les évêques, déportés, des prêtres amenés dans les camps de concentration. De l'autre côté, les Russes ont fait pareil. Tout simplement, ils avaient des cibles différentes. Qui a été massacré par les Russes? Essayez de deviner. Non pas les Juifs, oui. Les officiers. Oui, les officiers. Qui encore? Oui. Les gens aisés qui ont beaucoup d'argent. Les bourgeois. Les propriétaires des entreprises, d'accord? Ils sont nationalisés immédiatement leur entreprise et avant même qu'ils protestent, ils les ont massacrés. D'accord? Question avant que je passe au prochain mot-clé. Amélia. Donc, en primordial, les morts de la Pologne sont plus grands que les morts de l'Holocauste. Alors, si on prend État par État, la Pologne est celle qui a eu le plus grand nombre de morts en proportion. Mais les Juifs, ce n'était pas un État. C'est sûr que c'est les Juifs. D'accord? Mais ce n'était pas un État. Puis beaucoup de Juifs étaient polonais. Parmi les morts polonais, une grande partie, c'était des Juifs. Oui. Puisque l'URSS avait déclaré la guerre sur la Pologne, pourquoi est-ce que l'Angleterre et la France n'ont pas déclaré la guerre sur l'URSS? Bonne question. Bonne question. Je pense parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de faire une guerre contre l'Union soviétique. D'accord? Mais ça sera Hitler qui fera en sorte que les Russes deviennent les alliés des autres. Alors, prochain mot-clé. La France défaite. Après avoir occupé la Pologne, Hitler va envahir encore deux pays, le Danemark et la Norvège. Et après toutes ces annexions,
Et il va proposer, stratégiquement, la paix aux Français et aux Britanniques et aux autres alliés. D'accord? Accepter la situation. C'était ça, sa stratégie. Mettre les ennemis devant le fait accompli. France et Royaume-Uni, évidemment, refusent. Et ceci, c'est le prétexte pour attaquer la France. Or, les Alliés se l'attendaient. Ils se l'attendaient et ils s'étaient préparés. D'accord? Les Britanniques, cette fois-ci, ont envoyé leur armée en France. Et sur la ligne des frontières, ils ont constitué la ligne Maginot. D'accord? Ils ont étalé les soldats, l'armée, pour faire face à l'éventuelle, au probable, ou même dire sûre attaque des Allemands. Or que les stratèges imaginaient que la guerre allait se dérouler comme la première. D'accord? On va les arrêter, et puis qui la dure, qui va résister plus longtemps, va gagner. Mais Hitler adopte une nouvelle stratégie. Il a des chars d'assaut beaucoup plus perfectionnés technologiquement que ceux de la Première Guerre mondiale. Et il va passer par la Belgique. On ne se l'attendait pas parce que dans la Belgique, il y avait une forêt qui faisait passer. Comment ils font les chars d'assaut à passer parmi les arbres? Ils l'ont fait. Ils sont passés. Hitler, au lieu de mettre ses chars d'assaut tout au long de la ligne d'attaque, il les a tous concentrés dans une division, la Panzer-Division. Et là, il a annexé les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, et il est entré en France et boum, il a défoncé la ligne Maginot. En encerclant l'armée française de la ligne Maginot en bas, il les a neutralisés. Ceux qui étaient au nord de l'incursion des Allemands, aux autres, ils se sont sauvés. Les Britanniques qui sont partis sont allés à Dunkerque, sur la Manche, et là, les Britanniques ont envoyé tous leurs bateaux, les bateaux militaires, mais les bateaux marchands, les bateaux privés, les bateaux des pêcheurs pour ramener les soldats britanniques en Angleterre pour qu'ils traversent la Manche. Et là, aussi, il y a eu des divisions françaises, si je ne me trompe pas, 5 divisions françaises, qui se sont sauvées à Dunkerque vers l'Angleterre avec les Britanniques. Ces divisions-là étaient commandées, retenez le nom, ça va être un personnage très important de la guerre, qui s'appelle le général, qui le sait? Non, De Gaulle, non pas Pétain, De Gaulle. Oui, De Gaulle, le même qui, à Montréal, a dit un jour, vive le Québec libre. Voilà. Voilà qu'on parle de ce. Il y a eu toute une longue histoire, c'est ça, le président plus tard. Alors que De Gaulle se sauve avec ces divisions qui continueront la guerre à côté des Alliés. D'accord? Mais le reste de la France, au bout de quelques jours, avec une rapidité surprenante, est occupé par les Allemands. D'accord? Et dès qu'ils arrivent à Paris, Hitler se dépêche pour aller à Paris et prendre cette photo. Hitler avec en arrière la tour Eiffel. On l'a fait, on a pris la France. Ce qu'ils voulaient faire à la Première Guerre mondiale, maintenant, ils l'ont réalisé. D'accord? Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait, Hitler, donc, après cette occupation de l'Allemagne? Il propose aux Britanniques la paix, ils la refusent, et là, la prochaine cible, c'est l'Angleterre. D'accord? Mais pour l'Angleterre, il faut utiliser une autre stratégie militaire. Pourquoi? Une question géographique. C'est facile, on fait dire... ok, dis-le, Henri. Parce que l'Angleterre est séparée. C'est une île. Donc, il faut passer la mer. Mais lui s'était préparé. Il s'était préparé avec la Luftwaffe. Qu'est-ce que c'est la Luftwaffe? C'est l'armée aérienne. Oui, c'est l'aviation. D'accord? Il avait beaucoup investi sur les avions parce qu'il avait déjà en tête, d'accord, que des avions qui
doivent bombarder. Bombarder les villes, Londres est bombardée, d'accord, il y a des victimes, pour créer la panique, bombarder surtout les objectifs militaires pour affaiblir l'armée et plus tard passer au déploiement de l'invasion terrestre. Mais les Britanniques aussi s'étaient préparés à cette attaque-là. Et les Britanniques avaient leur aviation, la RAF, Royal Air Force. Et les Britanniques ont bénéficié, ont eu l'avantage d'une nouvelle technologie qui s'appelle le radar. D'accord? Donc, avec le radar, ils pouvaient identifier de loin les avions, l'attaque des avions allemands et pouvaient faire le contre-attaque en limitant énormément les dommages qu'ils ont subis. Bon, Hitler renonce pour le moment à envahir l'Angleterre. D'accord? Il remet à plus tard cet objectif. Question. Oui, Delila. Vous pouvez répéter c'est quoi l'intitulé général de Gaulle? Alors, quand les Allemands ont défoncé la ligne de Maginot, d'accord, les soldats britanniques qui se trouvaient en France pour contrer l'attaque des Allemands sont retournés en Angleterre. Avec les soldats britanniques, des divisions françaises commandées par le général de Gaulle se sont sauvées aussi en Angleterre et continueront la guerre ailleurs avec les Britanniques, notamment en Afrique du Nord. Bon, prochain mot-clé. Et l'Italie et Mussolini qui avait fait le pacte, l'axe Rome-Berlin et les deux grands alliés qui s'étaient jurés fidélité et collaboration. Bon, Mussolini lui aussi est pris par surprise de l'attaque de la Pologne. Il ne l'attendait pas. Il voulait participer à la guerre, mais l'Italie n'était pas prête, l'armée n'était pas prête. Et alors que Mussolini annonce, nous sommes alliés des Allemands, mais pour le moment, nous sommes les non-belligeranti. Il a inventé ce terme-là, comme des alliés passifs pour le moment. D'accord? Mais Hitler annexe le Danemark, le Norvège, et puis il attaque la France. Bon. Mussolini a l'impression de perdre une chance, de rater les trains, disons. D'accord? Et alors, il se dépêche lui aussi pour rentrer en guerre. Surtout contre la France. Il y avait certains territoires de la France qui avaient appartenu à des anciens États italiens. Nice, par exemple, la Savoie, la Corse. D'accord? Il y a des mires expansionnistes sur la France. Et alors que le 10 juin 1940, il déclare la guerre. France et Angleterre. Il rentre dans le conflit. D'accord? Mais il n'arrive même pas à dépêcher l'armée, d'accord, que les Allemands ont déjà occupé tout le territoire français. Okay? Donc, c'est le 22 juin 1940 qu'il y a l'armistice entre le gouvernement, entre les autorités collaborationnistes françaises et les Allemands nazis. D'accord? Ok, cet armistice, vous savez, c'est un pacte temporaire en attendant de faire un traité de fin de la guerre finale. Selon cet armistice, la France va être divisée en deux grandes parties, deux grandes divisions principales. La partie nord, incluant Paris, ça va être administré directement par les Allemands. Ça va être par les officiers de l'occupation allemande. La partie sud, d'accord, par contre, sera confiée à un gouvernement fait des Français antisémites, qui voyaient avec sympathie Hitler, d'accord,
commandé par un ancien général de la Première Guerre mondiale qui s'appelle Pétain. Et la capitale de cette France du Sud, d'accord, c'est une ville thermale, Vichy, petite ville paisible où les Français vont encore pour boire de l'eau, pour séjourner, d'accord, se reposer. Et l'eau de Vichy en France, c'est aussi fameuse que l'eau de Perrier, d'accord, à Vichy. Or que Pétain, lui, donc, utilise la radio pour communiquer aux Français de cet armistice. Et il fait un discours du genre que le futur de la France, ça sera avec l'Allemagne et qu'il faut collaborer. Il invite les Français à collaborer avec les Allemands. Cela veut dire dénoncer les Juifs pour qu'ils soient déportés. Hein. Cela veut dire aux jeunes Français de s'enrôler dans une armée française qui sera alliée des Allemands. D'accord? Mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, la radio a eu un rôle très important. Je ne sais pas si vous avez lu le journal d'Anne Frank. Quand elle était dans sa cachette, elle écoutait 2 heures par jour la radio pour s'informer. Comme ça, elle avait appris l'anglais. Non? Mais la radio passe les frontières. Et de Londres, Londres envoyait ses émissions dans toutes les langues européennes, parce qu'évidemment, la radio des pays occupés par les Allemands était censurée. Radio Londres envoyait d'autres informations. Non? Et de Londres, à travers la radio, De Gaulle se réfère aux Français et va faire un discours de signes opposés. À résister. La guerre n'est pas finie. Nous continuons notre combat aux côtés des Français. Et vous, les Français, les jeunes Français, jeunes hommes français, ne vous enrôlez pas dans l'armée collaborationniste, ne collaborez pas, résistez. D'accord? Faites de la guérilla, faites des actes de sabotage, ne vous soumettez pas aux Allemands. Résistez. Par cette invitation-là est né tout un mouvement qui a commencé en France et qui va se développer partout où il y avait l'occupation, qui s'appelle la résistance. Bon. Alors, en Italie, on va voir qu'en Italie, bon, après cette phase-là, la guerre se continue un peu en Libye, en Égypte, Rommel, d'accord, De Gaulle. Et quand je vous ai raconté l'histoire de mon père qui s'est trouvé lui aussi en Libye, cette guerre-là. Mais en Europe, tout est stable. Il n'y a pas grand-chose qui bouge. Qui relance la guerre? C'est cette fois-ci Mussolini. En 1941, ex-politique, d'accord, que des revendications territoriales, Mussolini, l'Italie de Mussolini, attaque la Grèce. Mussolini veut s'emparer de la Grèce. D'accord, que Mussolini, lui, son rêve, c'était l'Empire romain, comme les Romains s'étaient emparés de la Grèce dans l'Antiquité. Maintenant, l'histoire se répète. Mais l'armée grecque résiste à l'attaque italienne. D'accord? Et alors que c'est Hitler, comme allié, qui intervient et qui va occuper la Grèce, va envoyer son armée, et cette fois-ci, les Grecs sont écrasés. Or que puisque entre l'Allemagne et la Grèce, il y a la Yougoslavie, évidemment, il occupe et s'empare aussi de la Yougoslavie et la Grèce. D'accord? Question? Oui, t'as. C'est quand que l'Italie a déclaré la guerre? L'Italie a déclaré la guerre le 10 juin 1940. Hein, mais l'action de guerre contre la Grèce, c'était en 1941. Et Kevin? Ah, j'ai pas Miran? C'était quoi
c'est l'armistice par lequel ils vont créer la République de Vichy, la République de Pétain. Ils vont diviser la France en deux. Alors que, mais les surprises qu'Hitler a réalisées n'étaient pas finies. À un moment donné, c'est l'invasion de l'Union soviétique. Juin 1941. D'accord? Juin 1941, c'est la rupture du pacte Ribbentrop-Molotov. Ils vont envahir la Russie. Et ils avancent très rapidement. D'accord? Ils vont arriver jusqu'aux portes de Moscou. D'accord? Ils vont envahir tout ce qui est l'Ukraine, la Biélorussie, ils rentrent dans la Russie continentale, ils arrivent jusqu'à Stalingrad où il y aura la plus terrible des batailles de la Deuxième Guerre mondiale, la bataille de Stalingrad. Les Allemands et les Italiens, ensemble, il y avait des soldats italiens aussi, envahissent la Russie. D'accord? Une invasion aussi par surprise. Les Russes n'avaient pas préparé une ligne de résistance, d'accord, une ligne d'opposition. Ils ne s'y attendaient pas. D'accord? Et quand tu prends quelqu'un par surprise, tu vas lui faire beaucoup de mal. D'accord? Tant qu'il se réorganise. Quand il se réorganise, il comprend alors qu'il va se défendre. Alors que, regardons un peu la situation de l'Europe en 1942. D'accord? En février 1942, l'Allemagne, le Danemark, la Norvège, la Pologne et l'Union soviétique, une grosse partie de l'Union soviétique, l'Autriche déjà longtemps, l'Italie alliée, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, la France occupée, Roumanie, Bulgarie se sont rangés du côté de l'Allemagne. L'Espagne et le Portugal ne participent pas à la guerre, mais ce sont des pays alliés à l'Allemagne. Hitler domine l'Europe. D'accord? Il domine l'Europe. Personne à ce moment-ci imaginait qu'il allait perdre la guerre. D'accord? Donc, les républiques baltiques en plus. D'accord? Donc, à part le Royaume-Uni et l'Irlande, tout le reste est d'une façon directe ou indirecte assujetti aux Allemands. D'accord? En Russie, il va encore montrer son haine envers les Slaves. Mais là, les Russes commencent à se réorganiser. Staline, pris par surprise, réorganise l'armée. D'accord? Lui qui était un dictateur communiste, parmi les plus grands athées du monde, va faire appel aux sentiments religieux qui restaient enracinés dans le cœur des Russes. D'accord? Et il va demander de défendre la Sainte Mère russe, en faisant appel à la Vierge Marie, au Christ, d'accord, pour motiver ses soldats. D'accord? Et de plus, les Russes ont toujours un grand allié. Un allié géographique, météorologique, climatique plutôt, que c'est le froid, l'hiver. Napoléon avait subi l'hiver russe et maintenant les Allemands et les Italiens vont subir aux autres aussi l'hiver et encore pire l'automne où c'est de la boue partout, où les chars n'avancent pas, sont pris tous dans les roues, dans la boue. Et donc en 1943, commence la retraite des Allemands et des Italiens sur le front russe. D'accord? Bon, le reste, on va le dire au prochain épisode. Alors, pour l'enregistrement, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.